Bienvenue sur le service public libre, vous êtes sur le champ, l'émission qui travaille à la reprise du pouvoir. Pour cette première émission, on reçoit Vincent, alias Le Maquis, Salut Eliès, et merci pour cette invitation, évidemment, pour avec cette plaisir. nouvelle émission dont j'aime bien le nom, Sur le champ, qui donne à la fois la notion de terrain et d'urgence. C'est ce que je ressens dans ton nom. Donc on y va, voilà, on y Et va. voilà, c'est ça. On va aller dans le concret, quoi. Exactement. L'objectif en fait de cette émission, c'est voilà, qu'on ait à travers une petite discussion, qu'on travaille à l'élaboration d'une stratégie pour la reprise du pouvoir. Du coup, Vincent, je vais te laisser te présenter un petit peu brièvement. Bon, tu es connu comme une petite figure maintenant au sein des Gilets jaunes. Tu étais d'abord en province, donc tu étais de Maquis-Sévenol. Et tu es venu sur Paris depuis l'anniversaire des Gilets Ouais, jaunes, depuis le un 17 an, hein. Ouais, novembre ouais, quasiment un 2019. an. Ouais. Voilà. Et, depuis, tu avais une petite chaîne YouTube qui faisait des vidéos, et puis tu as aussi fait pas mal de terrain quand même, avec les Gilets Ouais, jaunes en effet, constituants, ouais, avec nous, ouais, bien sûr, et hein. puis même de ton côté. Et puis tu peux nous parler un petit peu de ton passé militant avant les Gilets jaunes? Ouais, bah écoute, ouais, effectivement, on peut dire que j'ai eu plusieurs occasions de militer dans ma vie. En fait, j'ai démarré donc en 1986, j'avais 19 ans, et il y avait des grandes manifestations, voire révoltes étudiantes de 1986, alors qu'on avait Chirac. Alors ouais, c'est assez compliqué. On avait Mitterrand président, Chirac en cohabitation Premier ministre, et donc là, un couple maudit, Pasqua-Pandro, pour gérer le ministère de l'Intérieur. Et donc là, il y a eu une ultra-violence, des occupations d'université. J'ai participé à l'occupation de la Sorbonne pendant 3 semaines, mais vraiment, là, tu occupes, tu barricades et tu repousses. On a repoussé une fois des CRS et 2 fois des manifestations d'étudiants qui voulaient étudier. Et c'est à l'occasion de cet événement, bien sûr, qu'il y a eu, et à l'occasion d'ailleurs de l'évacuation de la Sorbonne, qu'il y a eu le massacre et l'assassinat du fameux Malik Oussekine. Donc c'est vrai que là, à 19 ans, si tu veux, j'ai quand même été vachement formaté à prise de conscience, etc. Même, je te dirais que moi, justement, j'étais euh, au lendemain de l'assassinat de Malik Oussekine, je disais, pour moi, c'est bon, ça y est, ça va être la révolution. Et au contraire, ça a tout dégonflé. Et j'ai pu observer ainsi la trahison des syndicats étudiants, qu'on dit plus jamais ça, on arrête, machin, etc. Bon, en face, Chirac avait retiré la loi qui avait provoqué la révolte. Et donc, ça s'est calmé, quoi. J'étais très déçu. Là, j'ai vu que les syndicats, effectivement, il y avait un problème. C'était pas les plus radicaux, on va dire. Donc voilà, j'ai eu ça. Et ensuite, bon, très rapidement, alors pourquoi, je ne sais pas, mais donc très rapidement, je me suis intéressé à la situation palestinienne. Donc j'ai beaucoup milité de ce point de vue-là. Donc injustice criante, etc., rapport à l'histoire, bon, tout ce qu'on veut. Donc ça m'a permis, ceci dit, de beaucoup me former en politique internationale, à comprendre les enjeux des uns et des autres, etc. Voilà, et puis après j'ai eu à titre personnel des gros engagements aussi. Alors judiciaire, j'ai envie de dire, mais là je ne vais pas le raconter, mais donc j'ai dû me bagarrer réellement contre le système, tout seul contre le système, contre des juges, contre des procureurs. Je leur en ai fait voir de toutes les couleurs. Et je l'ai payé cher aussi. Hein, je sais, voilà, on sait que quand on est un pot de fer contre un pot de terre contre un pot de fer, c'est dur. Et puis j'ai fait un petit peu de politique, effectivement, au niveau local. J'étais conseiller municipal dans un bourg de 2000 habitants, mais ça a pris des dimensions un petit peu extraordinaire, puisque un des adjoints s'était transformé, il s'appelait Hervé Novelli, en ministre tout d'un coup de Sarkozy. Donc moi qui croyais être dans un conseil municipal neutre, je me suis trouvé tout de suite en conflit. Donc pareil, beaucoup de travail de lutte, de communication, etc. Donc voilà, effectivement. Et quand démarrent les Gilets jaunes, moi j'étais plutôt sur un projet de vie à quitter la France. Voilà, j'en avais marre de ce truc ingérable. Je vois démarrer le mouvement des Gilets jaunes avec cette particularité, cette radicalité des Français qui meurent sur les ronds-points plutôt que de laisser passer une voiture. C'est-à-dire des ronds-points sans enjeu stratégique, on peut dire, mais le type, là, c'était vraiment l'expression de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Le mec, il en a marre, et tu vois, il laisse passer la voiture plutôt que de mourir. Enfin, moi, je suis plutôt dans cette vision-là, tu vois. Et là, tu en as une dizaine. Donc il y a eu peut-être 20 ou 30 ou 50 incidents sur les ronds-points graves avec des blessés, mais il y en a une dizaine, 11 je crois, qui sont morts réellement.
Et donc ça, si tu veux, je me suis dit, là, il y a une vraie radicalité qu'on n'avait par exemple pas trouvée dans le Nuit debout, etc. Si tu veux, là, je dis, si là, les gens sont prêts à donner leur vie. Donc là, j'ai senti que ce mouvement n'allait pas s'éteindre comme ça, que c'était parti pour du très long terme, qu'on était dans une réelle révolte sociale, à partir du moment où vraiment tu mets ce que tu as de plus sacré dedans, quoi. Et donc, c'est ce qui fait que je me suis, tout de suite, acte 1 à Nîmes, acte 2 à Montpellier, etc. J'étais sur Alès, dans les Cévennes. Bon, Alès, c'était très compliqué, énormément de petits groupes qui s'engueulaient, bon, les gilets jaunes, hein, voilà. Et puis, j'ai des problèmes de santé, je ne pouvais pas beaucoup me déplacer, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube en disant, bon, je ne peux pas trop bouger, donc je vais m'exprimer, je vais travailler, je vais faire de la motivation sur Internet, apporter effectivement une petite expérience, pourquoi pas. Et puis, bon, au bout d'un an, j'ai vu le premier été, le mouvement se tasser, etc. Les troupes diminuaient partout. Et donc là, je me suis dit, le cœur de la bête, c'est Paris. Le plus gros potentiel de rassemblement, c'est Paris. Donc, si on veut faire la révolution, il faut monter, quoi. Et alors, évidemment, voilà, après, j'étais très bien accueilli, évidemment, par tout le monde. Toujours logé, enfin, tu vois, c'était... et donc, voilà, la sauce est montée. Comme tu dis maintenant, voilà, j'ai une petite notoriété parmi les gilets jaunes de terrain, mais voilà, qui n'arrive pas à la cheville de celle des constituants. Tu as fait beaucoup de choses intéressantes depuis que tu es sur Paris quand même. J'ai noté deux initiatives, donc j'aimerais qu'on puisse discuter, qui sont au final deux stratégies qui ont été proposées. Alors il y en a une, tu n'étais pas seul, il y avait notamment Fawzi Lelouch, Ouais, qui t'étais associé, on avait d'autres, je crois qu'il y avait Nadia, Nadia, Sébastien. voilà. Et en gros, c'était la volonté, c'était de dire à un moment donné où les manifestations gilets jaunes étaient interdites strictement au cœur de Paris, vous avez dit non. Alors, on va démontrer quelque part que le pouvoir, la rigidité finalement du pouvoir et son hypocrisie, qui dit oui, liberté d'expression, mais au final, Voilà, interdiction de c'est ça, manifester. exactement. Et donc, c'était l'idée d'aller manifester sous les fenêtres du Conseil d'État. Et de déclarer donc les manifestations. Les manifestations étaient interdites suite à la déclaration. Et on les maintenait. Vous les maintenez, vous y alliez quand même. Voilà. Et le résultat, c'est évidemment les manifestations, les regroupements étaient cassés, on était nassés, amendés, et on a fait ça 3 week-ends de suite. Hein, alors évidemment, on se dit ça sert à rien, oui et non, parce que notre point de vue à nous, c'est donc effectivement de signifier qu'il existe bien des zones interdites pour les gilets jaunes. Et alors moi je m'y étais engagé dans cette petite aventure en me disant que derrière il y avait des avocats qui allaient porter ensuite ces refus, etc., devant le tribunal administratif, voire Cour européenne des droits de l'homme, pourquoi pas, qui a déjà condamné la France dans différents cas comme ça de gestion des foules, etc. Mais malheureusement, apparemment il n'y a pas de suite de ce côté-là, et moi c'est vrai que je pensais qu'il s'occupait du bébé. Peut-être que ça va venir. Mais donc, de fait, ça c'était la première idée, évidemment. Et la deuxième idée, effectivement, de recommencer 3 fois. Il n'y avait pas que le Conseil d'État. On avait aussi déclaré devant la préfecture, l'île de la Cité, pour saluer le préfet allemand. Et pareil, donc ils avaient barricadé l'île de la Cité. Quelque part, on avait remarqué que simplement déclarer dans cette zone interdite, ça bunkérisait le site. Tu vois, alors qu'on n'était que 200. Du compte, tu vois. Donc là, on voyait qu'il y avait effectivement une sorte de peur du gilet jaune, toi. Tu vois, donc même déjà au Conseil d'État, moi je me souviens, j'étais venu pour la première, la place autour du Conseil d'État, donc en plus devant le Louvre, c'était rempli de touristes. On était allé peut-être, on était pas plus que 200 gilets jaunes, et je pense qu'il y avait, à mon avis, il y avait plusieurs centaines, voire plus de 1000 CRS mobilisés sur la place et dans les alentours, parce qu'il y avait des dizaines de camions dans des rues adjacentes. Tout à fait, puis plusieurs niveaux de NAS, parce que comme effectivement on faisait ces manifestations en zone interdite sans gilets jaunes, pour pas se faire choper tout de suite, quoi, hein. Donc effectivement, il nous arrivait à nasser un groupe, mais tu t'apercevais qu'il y avait encore des gens qui paraissaient être de la foule et des touristes qui commençaient à entonner des chants gilets jaunes, il fallait renasser encore derrière le deuxième groupe. Donc voilà, ça... Mais effectivement, après, c'est... Là, d'une manière plus générale, on peut dire effectivement les manifestations n'apporteront jamais la solution finale à laquelle on rêve tous. Et donc, de fait, on n'a pas pu pousser le sacrifice beaucoup plus loin, puisqu'une fois que tu t'es pris 135 € par samedi,
Tu vois, il y a un moment, tu sais pas le. Bien sûr. Et même là, il y a une de ces journées, je m'en suis pris deux fois 135. Donc tu peux pas non plus. Et ça diminue forcément, tu vois, de samedi en samedi. Ouais. Donc voilà, mais est-ce que de temps en temps, peut-être les prochaines fois, il faudra refaire une série, tu vois, Ouais, c'était c'était pour une en mettre une initiative en pression. tout cas qui était intéressante. Et, Politiquement, ouais. et du coup, moi, il me semble que ça aboutit après sur le 13 mars, et après, en fait, finalement, c'était le confinement. Donc, au final, on n'a pas pu non plus C'est vrai, dépasser c'est vrai, c'est vrai. l'idée. Ouais, C'est-à-dire il y que avait un début de il y avait désobéissance un début de désobéissance. au Moi, je me niveau de la souviens qu'il y avait quand même manifestation. un bon engouement autour justement du 13 mars, Ouais, etc. Vous avez ouais, réussi, en fait, en faisant ça, à garder un peu la flamme. ouais, Mais après, voilà, on a eu le confinement, et là, bam. Mais bon, on va y revenir. ouais, tout à fait. Et du coup, il y avait une deuxième initiative que tu avais pareil proposée. Bon, on n'a pas pu aboutir pareil à cause du confinement, mais j'aimerais que tu en parles un petit peu. C'était l'idée des universités d'été, Oui. Gilets jaunes, et en gros, c'était le siège de Paris. Et le siège de Paris, voilà. Ouais, ouais, bah, effectivement, là, on a été, je sais pas comment dire, pris de vitesse par Macron, puisque bon, l'idée, c'était, bon, qui est une idée révolutionnaire et qui est pas facile à mettre en œuvre, c'est donc tu crées un phénomène politique bloquant. C'est la même chose dans un sens que les Gilets jaunes qu'on a dit on va bloquer la France par les ronds-points au tout début, qui fait que, évidemment, tu prends à la gorge, on va dire, la société, mais très rapidement, la société se retourne contre les responsables en disant c'est parce que tu n'arrives pas à gérer ce problème-là que tu es mauvais, donc on doit te dégager pour mettre un nouveau chef qui va régler, qui va négocier avec ces gens-là, qui va les calmer, etc. Et donc, bon, bah, les ronds-points, ça accompagner les premiers actes, c'était très dur. Bon, encore une fois, voilà, on peut constater que malheureusement, ça n'a pas été beaucoup plus loin l'aspect purement révolte. Mais ouais, donc c'était pareil. Donc alors c'était l'idée parce que j'avais repéré que l'été donc 2019 avait été mou, un coup de mou pour le mouvement des Gilets jaunes. Donc je m'étais dit, il y a énormément de Gilets jaunes qui ne peuvent pas partir en vacances, qui s'emmerdent tout seuls chez eux, etc. Donc, faisons un camp d'été sur Paris pour, sans pas faire que manifester, mais se rencontrer, discuter, se former, pourquoi pas, etc. Donc, l'idée, c'était de trouver évidemment 4 terrains autour de Paris, un au nord, un au sud, un à l'est, un à l'ouest, pour que les populations puissent se regrouper suivant leur lieu d'origine. Et qu'ensuite, évidemment, on organise à partir de ces 4 pôles des marches sur Paris ou des marches d'encerclement de Paris, etc., qu'on s'organise un peu. Afin, donc, je te dis, voilà, avec, on va dire, la thématique, c'était pas de saison touristique dans un pays en guerre sociale. Ça suffit, on est en train de crever de faim, et t'as les Japonais, machin, tout le monde qui vient s'amuser, c'est pas possible. Il y a un moment, il faut régler Voilà, donc c'était ça l'idée de base. Alors, effectivement, on s'est fait prendre de vitesse par Macron, puisque il confine et il vautre toute l'économie nationale, tu vois. Finalement, pas de saison touristique. Pas de saison touristique. Enfin, on n'aurait jamais pu arriver à ce résultat-là, si tu veux. Donc là, bon, voilà, ce qui fait que on se retrouve, bah voilà, ce projet, on va dire, un peu tombé à l'eau, mais somme toute, puisqu'on est dans le temps long, moi, je le garde en dossier pour les Jeux Olympiques de 2024. D'accord ? Parce que ça, même ce système qui nous vautre tout, etc., ils vont compter évidemment à 1000% sur les Jeux Olympiques pour se refaire, au niveau hôtelier, au niveau machin. Vous voyez, on va vous apporter des clients, etc. Et donc là, non, si vous n'avez pas réglé la crise sociale, mais bon, alors, il y aura des changements de président, on n'en est pas là. Mais voilà, ça sera toujours des choses qu'il faut garder, même si voilà, une idée n'a pas pris, tu l'as essayé, elle n'a pas marché, etc., tu la gardes en archive, c'était peut-être trop tôt, c'était peut-être tu vois, pas avec les bonnes personnes, donc ça ne veut pas dire que l'idée est mauvaise, il faut la retravailler et puis et l'adapter évidemment au contexte de science-fiction que nous vivons. Très bien. Et donc du coup, Vincent, on pourrait faire maintenant le bilan de quasiment 2 années de Gilets jaunes. J'aimerais qu'on puisse discuter un peu à ce sujet, à savoir, bon, selon moi, les Gilets jaunes sont en soi une victoire, Ouais, absolument. un élément de victoire. Alors, Youssef Indy parle de victoire culturelle, j'aime beaucoup. Ouais. On l'a senti, ça, que ça a gagné le cœur des syndicats, même dans les manifestations des retraites, et que on parlait de gilet jaunisation,
des syndicats, des partis politiques, etc. Et puis, même c'est la démonstration quelque part que voilà, les Français, le peuple français n'était pas totalement endormi et était prêt à un moment donné à s'opposer frontalement et était prêt même à aller donc dans une sorte d'insurrection, dans Ouais, quelque ouais, chose ouais, qui est ouais. enfin, Ouais, quasiment, on ouais, va dire, insurrectionnel, pour recouvrer ses droits, son droit légitime à vivre, tout simplement déjà. ouais, ouais, ouais. Et donc, selon moi, quand même, c'est une victoire, parce que toi-même, tu le disais, et je pense qu'on était beaucoup dans ce cas-là, d'envisager de partir à l'étranger, Ouais, et ouais. beaucoup étaient dans ce cas-là. D'ailleurs, beaucoup sont partis à Ouais, ouais, l'étranger, ouais, hein, ouais, des ouais, gens qui ouais, sont, ouais. voilà, qui sont des patriotes, qui sont, enfin, des gens qui ont quand même, qui aiment la France, mais qui à un moment donné disaient c'était trop, c'était insupportable en fait. Je crois, si je dis pas de conneries, je crois que c'est la Boétie qui dit le véritable exil, c'est de ne plus trouver dans son propre pays ce qu'on aimait dans ce pays-là. Mm. C'est-à-dire, tu vois, voilà, le véritable exil, avant tout, c'est pas physique, c'est pas de partir loin, c'est déjà de ne plus reconnaître son pays. Et donc, effectivement, en 20-30 ans, on a mis, la société a tellement évolué, si tu veux, que beaucoup de gens, par rapport à leurs fondamentaux, entre guillemets, je sais pas quoi, de culture, effectivement, finissent par être très, très déçus. Et puis, quand on voit l'hyperpuissance, justement, qui nous contrôle, on dit ça bougera pas. Quand on voit l'espèce de moutonnerie, c'est-à-dire la société française vautrer dans la société de consommation et des loisirs, bon, bah, on se dit, c'est bon, je suis pas assez fort, j'ai des petits bras, je suis tout seul à m'énerver, tu vois. Donc, je me casse, quoi. Il y a un moment. Voilà. Et ça fait, effectivement, parce que ça fait 20-30 ans, moi, que j'entends parler de révolution dans les cafés. Dans les cafés, mais à la fin, j'en avais marre. Au départ, je parle de la révolution dans les cafés, puis à la fin, on dit, les mecs, mais dans les cafés, ça suffit, quoi. Il y a un moment, il faut passer à l'acte. Et là, effectivement, bon, bah, je dirais que au-delà des hypothèses d'anticipation, manipulation de la part de l'État, moi, je passe mon temps à dire que notre général à nous, Gilets jaunes, c'est la crise sociale. C'est ça qui nous fait sortir. C'est toujours un peu ce qu'on dit d'ailleurs, la théorie du frigo vide. Mm. C'est ça qui a fait sortir des cafés. Réellement, pour aller dans la rue, ça suffit cette fois-ci, on en a marre de discuter depuis 30 ans. Voilà, c'est comme ça que je le vois, moi. Et c'est pour ça, encore une fois, que les femmes également sont dans la rue. Les femmes, pas de, ça c'est, je sais plus lequel, Mirabeau, pas de révolution tant que les femmes ne sont pas dans la rue. Parce que les femmes, elles vont pas risquer leur vie ou se faire traiter de putain par des CRS pour s'amuser pour de l'idéologie. Elles y vont, elles prennent ces risques-là parce que c'est la gamelle pour les gamins. C'est la sécurité des enfants, c'est la sécurité du foyer qui n'est plus assurée. Et elle voit bien que c'est pas son mari. Elle peut engueuler son mari autant qu'elle veut, c'est pas lui. Lui, il va bosser, il ramène ses 1200. C'est le problème, elle sait bien que c'est au-delà de son mec qui. Donc c'est pour ça qu'on est sortis tous avec une véritable énergie, voilà, un peu surrectionnelle, dans le sens où, pour dire en gros, soit vous réglez ça, soit vous dégagez. Parce que si vous n'êtes pas capable de régler cette crise sociale, ben, vous n'êtes pas capable. Voilà. Merci, au revoir. Quoi, tu vois. Mm. Et après, effectivement, c'est là où, en un deuxième temps, on s'aperçoit, parce qu'encore une fois, le gilet jaune, il n'est pas de base, on n'a pas fait d'ENA, quoi. Tu vois, on n'a pas de base politique, etc. Donc il a fallu du temps pour qu'on passe, un, de la crise sociale, à deux, à la crise politique, c'est-à-dire vous êtes incapable de régler notre crise sociale, et trois, on s'aperçoit que c'est le système en lui-même, la Constitution, qui empêche maintenant de dégager ceux qui sont incapables de régler la crise sociale, voire qui l'ont gérée. Tu vois. Si encore il y avait des mécanismes qui nous protégeaient des Macron et qu'on arrivait effectivement par je sais pas quoi, un vote, un référendum déjà institué dans la Constitution à le dégager, on dirait bon bah le système est bon parce qu'il peut quand même nous protéger en virant les mecs qu'on trouve nuls. Mais là, on voit que le mec qu'on trouve nul et qui se fout de notre gueule, ben, il est super protégé par le système, par la Constitution, par le. Donc, ça devient une crise de régime. On est passé de la crise sociale à la crise de politique, à la crise de régime. Mm. Et ça, bon, mais ceci dit, il y a tous les gilets jaunes, il y a beaucoup de gilets jaunes qui sont partis, entre guillemets, au moment en disant, bon, bah, on n'arrive pas à régler la crise sociale, moi j'ai autre chose à faire, je vais m'occuper de ma course à l'échalote, enfin, des problèmes, etc. Et ils ne sont pas rentrés dans le combat politique, tu vois, réellement. Ils disent, nous, on est là pour la gamelle, entre guillemets, tu vois, c'est pour le. Et, et c'est tout à fait honorable. Moi, j'ai un très bon ami gilet jaune, il dit, mais moi, je veux pas le pouvoir, moi, je veux vivre dignement de mon travail. Mm. Il est ouvrier, il veut pas tu vois, la révolution en soi, lui, il veut de la justice. Mmh. Alors, si tu es capable de t'expliquer que si cette justice, il ne l'obtient pas par le bon sens, tu vois, de la vie démocratique, oui, bah, c'est pour ça qu'il est gilet jaune et qu'il est prêt à parler de révolution. Mmh. Mais
à la base, il y a une grande base des Gilets jaunes, ce sont des gens du peuple, j'ai envie de dire, bah voilà, simples, gentils, bienveillants. Tu vois, notre objectif, c'est de faire des barbecues entre copains. On n'a pas d'ambition, tu vois, politique, quoi. Bien sûr. Sinon, on y serait déjà. Mais là, bon, bah, justement, il y a une partie qui sous la répression, a dit, OK, j'ai pas les moyens de me révolter, donc ils vont chercher à s'occuper différemment. Et puis, il y a des gens, bon, bah, comme nous, comme les constituants, comme tous ceux qu'on peut voir encore en activité, et sur Paris et en province, il y a énormément d'initiatives en province, ça ne faut jamais les oublier. Et bon, bah, nous, on passe le cap du truc purement social et on passe aux politiques. Et donc, à la question, comment on s'intéresse au pouvoir, sa prise, comment on le fait tomber, comment on le prend, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc là, pour en retourner à la question centrale, à savoir quelle stratégie pour la prise du pouvoir, c'est une fois qu'on a fait effectivement ce constat donc de la crise politique et qu'on a pris conscience que la problématique sociale ne pourra pas se régler si on ne règle pas la problématique donc politique, donc de la crise politique, de la crise de régime, donc, ce que tu as très justement dit. Du coup, comment on fait pour arriver à ça? Alors là, c'est ça. Alors si on avait la vraie réponse, ça serait déjà fait. Mais on n'a pas. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas la vraie réponse. Il y en a plein de belles réponses, mais après, on a des problématiques dans le genre, parce qu'il suffit de dire. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est là, en l'occurrence, c'est de savoir, toi, quelle est ta réponse. Oui, tout à fait. Et toi, dans ton engagement, parce que tu es avant tout un homme de terrain, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas d'avoir une discussion d'intellectuel, c'est une discussion de quelqu'un qui pratique le terrain, qui est sur le terrain tous les week-ends, au minimum. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas faire et comment on peut dire aux gens qui vont suivre cette émission, demain, nous vous proposons de vous engager dans cette voie. Voilà, parce qu'il y a quand même, vite fait, mais parce que c'est facile de dire, il n'y a qu'un faucon. C'est-à-dire, très souvent, tu le vois sur les réseaux sociaux, les mecs, vous faites n'importe quoi, ça sera que par les armes. Bon, bah, une fois que tu as dit ça, c'est joli, etc. Mais comment tu vas concrètement réaliser ce projet? En France, tu as combien d'armes, tu as combien de combattants, tu as combien de candidats aux martyrs? Et une fois que tu vas tuer des policiers, quel est ton plan pour atteindre le pouvoir réellement, concrètement? Et le lendemain matin, comment tu vas gérer la société française? Tu vois, derrière la phrase, il n'y a qu'à prendre les armes et tout dégager, derrière, c'est compliqué. Donc c'est pour ça, si tu veux, voilà, moi ce que je vois, c'est effectivement, on va dire que tout le monde a eu cette colère, cette révolte, cette envie d'insurrection, mais on va dire que c'est le plan A et qui a échoué. C'est-à-dire qu'il aurait fallu le faire en 1 mois, en 2 mois, si tu veux prendre le pouvoir par la violence, enfin, toi, par le chaos, faire tomber le pouvoir. Avant même de le prendre, il faut le faire tomber, entre guillemets, quoi. Là, le plan A, quelque part, il est toujours d'actualité dans le cœur de la plupart d'entre nous, dans le sens où, justement, sur le champ, on en a marre, on va pas attendre. Tu as des gens qui crèvent, des personnes âgées qui crèvent de faim. Les gens attendent le grand soir. Non, mais surtout, chaque mois, il y a des personnes âgées qui crèvent de faim. Et nous, on dit, bon, dans 5 ans, on devrait arriver à prendre le pouvoir. Mais là, t'imagines l'hécatombe. Donc, on se dit, c'est tout sur le champ qu'il faut la solution. Parce qu'il y a trop de morts maintenant. C'est une espèce d'urgence permanente. Mais une fois que c'est dit qu'on est, voilà, enfin, c'est comme si je suis devant, malheureusement, tu vois, je suis devant je sais pas quoi, je suis au bord de la mer en Bretagne, je veux aller en barque de l'autre côté aux États-Unis. Si je dis trouvez-moi une stratégie pour y aller en 24 heures, tu peux délirer, mais tu n'iras pas en 24 heures. Il va falloir 2 mois à la rame, tu vois. Et donc c'est ça, moi, ma position donc aujourd'hui par rapport à ça, par rapport à ta question, c'est ok, la violence, la rébellion, l'insurrection, c'est le plan A. Moi, j'ai pas les moyens, j'ai un problème j'ai les cheveux blancs, j'ai un problème de ménisque et tout, je peux pas me battre très longtemps, j'ai un canif, enfin, tu vois, je peux pas. Et donc, il reste à étudier le temps long, si tu veux, étudier le plan B. Le plan B, c'est le temps long. Comment, et à la limite, la question que je me pose, c'est pas comment moi, Vincent, je vais atteindre le pouvoir, c'est comment les idées que je défends vont-elles atteindre le pouvoir. Moi, à la limite, je peux mourir demain matin, si tu veux, c'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est que notre idéologie conquiert le pouvoir, avant tout. C'est-à-dire que notre idéologie écrive et réécrive la Constitution et tienne tous les hommes politiques pour les 100 prochaines années par le col, par une nouvelle Constitution défendue par les citoyens. Parce que c'est ça, à un moment, si tu veux, espèce de principe de réalité. Encore une fois, on peut vite fait dégager la Ve République. Derrière, on va devoir réorganiser des assemblées. Il y aura un Sénat, il y aura une autre assemblée législative pour qu'elle se contrôle.
il y aura une police, Mhm. tu vois, et tout ça va devoir être géré par une constitution. Donc, tu vois, le Tu ne système... parles quand même pas de la Sixième Non, République. non, non, je parle du fait que l'organisation d'une société complexe a on repassera par une constitution. On vire la cinquième, on vire le mot république, on va s'appeler la première vraie démocratie. Il nous faudra une constitution et des assemblées, Mhm. des votes démocratiques pour Bien décider, sûr. si tu veux. Enfin, Mais, j'imagine que c'est comme d'accord. ça. Donc, Donc c'est bon. bon. Donc alors vite fait, parce Alors, et dans le qu'effectivement, concret, ouais. voilà, dans le concret. Alors malgré tout, donc, en termes de politique, de conquête de pouvoir, donc tu as ces deux notions, moi, qui me paraissent importantes, qui nous viennent du Moyen Âge. Hein, donc c'est pas, j'invente rien. C'est le fameux Ibn Khaldoun qui était un grand historien, géographe du Moyen Âge. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir réel et le pouvoir symbolique. Le pouvoir réel, donc, c'est quand effectivement tu es aux manettes du pouvoir, donc tu disposes des pouvoirs régaliens, hein, de la justice, de la police, de l'armée, de l'économie, évidemment, et que tu mets en œuvre ta politique. Très bien. Mais tu as ce qu'on appelle le pouvoir symbolique, c'est que le peuple accepte l'idée que c'est toi qui vas être au pouvoir, sans se révolter, évidemment. Alors, et pour ça, quelque part, c'est avant même l'élection que tu dois faire cette bataille du pouvoir symbolique, dans la fameuse bataille des cœurs. Il faut que le peuple ait envie et que le peuple considère qu'avec toi, il aura plus de chances qu'avec l'autre. D'accord ? Et à partir de là, à la limite, la manière dont tu prends le pouvoir n'est pas importante. Une fois que tu as gagné les cœurs de ta population, et après on verra comment, une fois que tu as gagné les cœurs de ta population, tu peux faire un coup d'État. Disons oui, il a bien fait de dégager les autres salopards. Tu vois ? Ou tu peux venir par le vote, s'il y a un vote, ils t'éliront. Et là, voilà, tu vois, le peuple accepte que tu exerces le pouvoir réel. Avant, c'est le pouvoir symbolique, dans les têtes. Inversement, si le peuple ne t'aime pas, et c'est le cas de Macron, tu peux arriver au pouvoir par les élections, on te dit tu es illégitime, tu vaux rien, on se révolte contre toi, alors que pourtant tu es passé par les élections. Tu vois. C'est un processus démocratique, mais on s'en fout parce que le pouvoir symbolique, tu l'as pas encore. Tu as chopé le pouvoir réel avant le pouvoir symbolique. Et les médias aujourd'hui essayent de te faire croire qu'il a le pouvoir symbolique, etc. Donc effectivement, le fameux pouvoir symbolique, c'est quoi ? C'est donc, les Français sont aujourd'hui dans une merde, le constatent de plus en plus, et ils ne voient quoi ? Ils ont Macron, après la deuxième chance sur le terrain politique, Le Pen, Mélenchon, voilà ce qu'ils ont. Tu vois. Donc ils sont perdus effectivement un peu, tu vois. Et c'est médiatique, enfin c'est construit comme ce ne sont pas des vraies solutions. Et là, on doit avoir adopté une politique très révolutionnaire qui a été pratiquée par les communistes, n'importe où là, donc en Union soviétique, en Chine, ou par des islamistes, il faut le dire. En Palestine, en Algérie, etc. C'est-à-dire que tu dois t'occuper des pans de la société où l'État est défaillant. Tu dois faire le taf à la place de l'État. Et au bout de 10 ans, donc par exemple, apporter de la bouffe dans les villages. Et après, tu verras justement les gilets jaunes, s'occuper des personnes âgées perdues. Tu vois, si tout d'un coup, c'est tes gens avec ton gilet jaune qui vont s'occuper d'apporter de la bouffe, etc., au bout de 5 ans, 10 ans, les gens vont dire, mais c'est l'organisation Gilets jaunes qui nous nourrit et non pas l'État. Tu vois ? Et là, tu peux commencer à... Coluche, typiquement. Coluche, il avait pris le pouvoir symbolique. Et on l'a buté avant qu'il atteigne le pouvoir réel. Mais là, tout le monde votait Coluche. Oui, on a vu qu'il faisait bouffer les gens, lui. On a vu que, tu vois, il ouvrait sa gueule, etc. Et donc, bon, ça s'est mal terminé pour lui. Donc c'est commencé, entre guillemets, par ce qu'on appelle de l'humanitaire. Ben, oui, enfin du social, de l'humanitaire. Du social, Mais aussi de l'humanitaire, justement, parce qu'on est dans une situation catastrophique. Et quelque part, quand les constituants se rapprochent des urgences panafricanistes, c'est une part de la société. En France, il n'y a personne qui leur tend la main. Et là, les Gilets jaunes ont dit, nous, on vous tend la main. Les mamans, placement abusif de l'ASE, elles sont toutes seules, personne ne leur tend la main. Nous, les Gilets jaunes, on vous tend la main. Tu vois, les handicapés, là, samedi, on va manifester avec les handicapés. Quelle grosse organisation soutient les handicapés ? Nous, on va vous tendre la main. Et nous, on va gueuler avec vous. Et nous, on va réfléchir à la solution avec vous. Et c'est de cette façon. Et tu verras que dans 5 ans, si on a bien fait le boulot, si c'est pas que de la gueule, tu vois, qu'on a réussi à faire bouger les lignes, etc., ils diront tout cela, oui, c'est les Gilets jaunes qui nous ont permis de récupérer nos gamins. C'est les Gilets jaunes qui ont fait avancer le dossier France-Afrique sur ça, sur Bolloré, sur machin. Et là, tu commences à rentrer dans la conquête du pouvoir symbolique. C'est très long, évidemment. Mais après, ce que je veux dire, c'est que
moi je pense justement du fait que nous n'avons pas de puissance pour prendre le pouvoir réellement le pouvoir réel, tu vois, comme Macron, sans pouvoir symbolique, on a le champ libre quelque part de pouvoir symbolique, et c'est là où on doit faire ce travail. Donc, alors après, voilà, enfin, où je rebondis, je vais vers la deuxième question, c'est après comment faire, c'est là où on a les notions de rempart jaune, du syndicat CID, etc., où le peuple doit s'organiser en structure de travail, pas en structure politique pour le moment, déjà en structure de travail, pour, voilà, pour surveiller les EHPAD, pour, je sais pas quoi, tu vois, pour redistribuer la bouffe qui est jetée des supermarchés. Normalement, tu vois, quelque part, les Gilets jaunes devraient prendre le contrôle de toutes les poubelles de tous les supermarchés de France et organiser une distribution nickel. Et là, tout d'un coup, tu verras qu'au bout d'un an, 2 ans, les gens vont dire bah, heureusement que les Gilets jaunes sont là pour faire le taf. Tu vois, et donc, et là, donc voilà, il y a en ce moment des tentatives de création de structures. Donc, tu vois, donc, Rempart Jaune ou le syndicat CID, là, mais je ne connais pas encore, il faudra que je les rencontre bientôt pour voir justement quel va être leur champ de travail. Et je sais qu'il y a énormément d'autres initiatives bon, qui vont se mettre en place dans cet esprit-là, même si ce n'est pas bien défini, c'est dans cet esprit-là qu'on avance. Alors, hein. Et après, bon, ouais. Et Jacques, il y a aussi d'autres choses, après, il y a un autre volet, donc c'est pouvoir symbolique, on peut, à partir de ce moment-là, aussi commencer à s'attaquer au pouvoir politique, donc à la question du pouvoir réel, donc par des candidatures à des élections, comme les municipales, où là on rentre dans le pouvoir réel au niveau local, déjà. Tu vois. Ce qui a été fait, il y a eu beaucoup d'initiatives en voilà. France. Oui, c'était une première, on va dire, voilà, typiquement à construire pour les prochaines, tu vois. Mais ça aussi, donc c'est aussi un aspect, tu vois, qu'il faut pas négliger. Et derrière, il ne faut pas lâcher, de mon point de vue, vos opérations, les manifestations, la pression populaire de visibilité, même si c'est difficile. Donc du coup, ce que toi tu pourrais préconiser là, aux personnes qui suivent cette émission, c'est de s'engager concrètement sur le terrain du social. Voilà, Quelque part, c'est donc toi t'as dit un terme qui est intéressant, c'est-à-dire se mettre en structure de travail. Et ça, je trouve que c'est totalement pertinent. Quelque part, en fait, on est sur la création de la société alternative, en fait. tout à fait, oui, oui. Et en tout cas, c'est ce que nous, on tente de faire aussi à travers ce média du service public libre. C'est de faire ce que le boulot que ne fait pas, que devrait faire France Télé. Ouais, c'est ça, quelque part. Ils devraient t'inviter. Oui, non, mais c'est ça. On est obligé, nous, de t'inviter à leur place. Quelque part, on ne devrait pas faire de l'humanitaire. On l'a déjà dit, Coluche n'aurait pas dû ouvrir les restaurants du cœur. C'est à l'État de nourrir la population française. D'accord. Donc, Coluche, alors, on peut accuser Coluche d'avoir bossé pour l'État, enfin, d'avoir, dans le sens où il calme la colère sociale en donnant à bouffer, etc. Mais Coluche faisait le boulot de service public. On ne peut pas lui enlever ça. Après, lui, il y a un moment, l'urgence, c'est de nourrir le type aujourd'hui. Tu peux faire de la politique dans 6 mois, dans un an, mais comment tu le nourris aujourd'hui? Donc, voilà. Mais c'est ça, c'est des équipes de travail réelles, c'est-à-dire qu'on sort de notre théorie politique et qu'on montre, qu'on la mette en application quelque part sur le terrain. Et voilà, on dit on veut un monde meilleur. Alors, tu ne peux pas promouvoir un monde meilleur et faire ta vie de gilet jaune dans ton coin pendant que les gens crèvent de toi dans ton village. Ça veut dire que ton monde meilleur, ça ne nous intéresse pas. Si c'est ça, tu vois, c'est un truc injuste, de nouveau, etc. Donc c'est là, tu es obligé de te remonter les manches, de démontrer que dans ton groupe, tu fais du tirage au sort, tu fais du mandat impératif, ce que tu demandes au système et à l'État de réforme, si tu ne le mets pas toi en œuvre, voilà, on dirait que tu n'as que de la parlotte. Si tu veux. Il y a un moment, c'est ça, derrière, il y a la parole, il y a la pensée, il y a la parole, et il y a les actes. Il faut aller jusqu'au bout. Là, on va dire que le gilet jaune est dans la pensée, réformatrice, pensée radicale, etc. Dans la parole, l'expression, c'est-à-dire la manifestation, c'est l'expression. Vos intrusions, c'est aussi de dire, on gueule un beaucoup dans vos oreilles. Là, on va jusque dans vos oreilles pour que vous, toi, c'est l'expression. Et maintenant, effectivement, l'action elle-même. Je ne parle pas de l'action révolutionnaire, je parle plutôt de l'action de gérer du pouvoir, de gérer du pouvoir local ou de pouvoir catégoriel dans le sens, là, il faut qu'on s'occupe des personnes du 4e âge qui se font de nouveau massacrer par le confinement. Là, le 2e confinement, c'est une catastrophe, quoi. Et où donc, encore une fois, les mères isolées en lutte contre les placements abusifs de l'ASE, etc.
Et là, c'est de l'action, tu vois, où on va essayer de faire bouger les lignes, qu'il y ait une loi qui va créer, pourquoi pas, une instance de contrôle indépendante de l'ASE avec des parents, tu vois, pour pouvoir lever rapidement les cas qui sont euh, mauvais et hyper déstructurants. L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Voilà, c'est l'aide sociale à l'enfance, c'est un organisme d'État nécessaire, même si un jour nous arrivons au pouvoir, nous aurons une ASE. Pourquoi? Une aide sociale à l'enfance. Tu as des enfants qui se font massacrer par des parents fous, il faut les retirer, évidemment, tu vois, ou des trucs de fous, des enfants de toxicomanes qui sont shootés avec leurs enfants. Bon, il y en a vraiment. Et tu as plein de témoignages. Il y a une grosse problématique là-dessus. Voilà. Et ça fera, je pense qu'il faudra qu'on en parle. Oui, tout à fait. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de bonnes raisons qu'il y ait une aide sociale à l'enfance. Mais alors après, c'est devenu une machine folle qui repose sur de l'argent. Donc, plus il y a d'enfants placés, plus ils touchent de l'argent, de l'État, du département, etc. Donc, ils commencent à te placer tout et n'importe qui, et te déchirent des familles en prenant les arguments à la con. Vous aimez trop votre enfant, vous êtes trop fusionnel, ce n'est pas bon pour l'équilibre de votre enfant, donc on vous le retire. Truc de dingue, quoi. Donc il y a énormément et de plus, s'il y avait que 2-3 cas, ça serait pas grave, entre guillemets. Il y a quand même 150 000 enfants placés, et je t'assure que les suppositions, il y a peut-être 100 000 qui sont excessifs. C'est énorme, tu vois. Mais comme ce sont des structures où il y a plein de fonctionnaires qui doivent en vivre, et que tu touches 7 000, je sais plus quoi, par enfant, par le département de l'État, 7 000 par enfant, pour payer ses fonctionnaires, donc plus il y a d'enfants, plus tu as d'argent. C'est devenu un truc complètement vicié qu'il faut réformer, contrôler, etc. etc. Ouais. Ça fait partie de la crise du régime dont tu parlais, voilà. des dysfonctionnements de la réforme. C'est ça. Bon, bah très bien. Donc du coup, est-ce qu'on pourrait conclure donc sur un message sur le champ? Alors sur le champ, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors moi, sur le champ, je dirais que là, au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui, parce qu'il paraît que c'est un néologie, c'est au jour d'aujourd'hui, et c'est vrai, par rapport, en tout cas, à ce que je veux développer moi je dirais que sur le champ, les Gilets jaunes devraient s'organiser structurellement au niveau de la circonscription. C'est-à-dire que c'est un niveau local, qui est différent de la commune, la circonscription. Donc la France est divisée en 577 circonscriptions et c'est la base électorale des législatives, de l'élection de l'Assemblée nationale, de 577 députés. Nous devrions, à mon avis, donc sur le champ, nous organiser à ce niveau-là pour que au niveau local, chacun fasse une micro-élection, tirage au sort, chacun se démerde comme il veut, tu vois, ou vote ou machin, et désigne un représentant éventuel pour une candidature, pourquoi pas, aux élections législatives de 2022. Je ne suis pas favorable à la présidentielle, de qu'il y ait un gilet jaune ou quoi que ce soit qui se présente. Il faut les laisser se démerder. Mais par contre, que derrière, il y a une sacrée pression des gilets jaunes en disant on va présenter des députés dans toutes les circonscriptions avec un discours gilet jaune local, parce que, encore une fois, ta bataille des cœurs, tu l'as fait au niveau local, justement. Tu vois, tu as tes petits vieux, tu as tes gens confins au niveau local, au niveau de la circonscription. Et là, pourquoi? Parce que je pense que là, il y a un coup à faire, c'est pas la solution, encore une fois. Hein. Mais il y a un coup à faire, c'est évidemment, quand je te dis, apporter nos idées au pouvoir. C'est-à-dire que là, imaginons donc qu'il y ait des présidentielles sans candidats gilets jaunes. Et tous les gilets jaunes, on met la pression sur tous les candidats. On va voter à droite, à gauche, on s'en fout, parce que c'est hétérogène, de toute façon, les gilets jaunes. Tu vois, il y a les abstentionnistes, machin, on n'arrivera jamais à mettre tout le monde d'accord, toi, pour un président. Et on met la pression sur tous les présidents. De toute façon, celui qui sera élu le samedi matin suivant, on est là. Pour vous, pas pour discuter, pour mettre la pression comme avec le prédécesseur, si tu veux. Et de fait, on prépare nos candidatures pour les législatives. Il faut savoir que les législatives, l'Assemblée nationale, c'est elle qui donne la couleur du gouvernement. Tu peux réélire Macron. Imaginons qu'il y a une Assemblée nationale qui devienne gilet jaune, la majorité, tu vois, qui passe les gilets jaunes, il y a un Premier ministre et un gouvernement gilet jaune. Macron, c'est de la fameuse cohabitation. Et là, l'Assemblée nationale peut proposer, en tout cas, c'est le gouvernement, à toucher à la Constitution. Parce que c'est l'Assemblée nationale qui ratifie les évolutions de la Constitution. Avec le Sénat. Voilà, les deux assemblées, c'est évident, c'est ça, une assemblée qui contrôle l'autre. Voilà. Mais nous, en tout cas, on peut accéder à cela, parce que le Sénat, tu ne peux pas y accéder par l'élection démocratique. Donc là, tu penses que moi, là, sur le champ, aujourd'hui sur le champ, c'est on s'organise déjà. législatives. Enfin, c'est deux choses. C'est s'organiser réellement au niveau de la circonscription, faire de la cellule. Il faudrait qu'on ait 577 cellules de gilets jaunes au niveau de la circonscription. C'est très intéressant de s'y intéresser, hein, exactement comment ton département est partagé, quelle circonscription, etc. Donc dans l'Essonne, il y a
Moi, je ne connais pas justement un député de droite. Ça, il y a 2 ou 3 députés. Tu vois. Enfin, bon. C'est à 100 départements, il y a 577 circonscriptions. Donc, tu vois, il y a 4-5 circonscriptions, donc différents députés par... Dans l'Essonne, je crois qu'il y en a 7 ou 8. Voilà, c'est ça. Et donc, en tout cas, alors, s'organiser au niveau local, mais ça, on le dit tout le temps, pour générer, encore une fois, de la bataille du cœur, déjà, simplement, même s'il n'y a pas de législatif derrière, quoi que ce soit, voilà. Parce que ça permet, entre guillemets, les deux, effectivement, de mettre la pression, de dire, nous serons là aux législatives. Quel que soit votre chantier au présidentiel, nous serons là aux législatives. Nous utiliserons le contre-pouvoir. Mais déjà, s'organiser au niveau local et engager la bataille des cœurs. Voilà. La conquête du pouvoir symbolique. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tout de suite. Sur le champ. Ah ouais, ça, sur le champ, ah ouais, ça, là, la bataille voilà, des cœurs, s'organiser en plus avec le confinement. Dans quelle circonscription tu habites et quelle est la limite Quelle est la limite de ta circonscription? Tu regardes les villages ou la ville, enfin tu vois, bon, et tu vas commencer à bouger les gens en disant, bon, bah, on est une circonscription, il faut qu'on présente un candidat. Et en plus, ce qui pourrait être intéressant et rigolo, c'est que, j'ai envie de dire, imaginons, alors, dans le monde idéal, il y a 577 candidats gilets jaunes aux prochaines législatives. On perd les élections, on n'a pas un seul d'élu. C'est pas grave, on a quand même 577 mecs qui peuvent faire une assemblée parallèle. On a nos élus gilets jaunes, entre guillemets, tu vois. Et donc on a là encore une fois un outil de travail, un outil de réseau, un outil de politique sur le temps long, etc., etc. Pourquoi pas, après on peut lui donner des pouvoirs justement de prise de décision, mais alors là c'est ultra révolutionnaire. De créer une assemblée nationale parallèle, c'est un truc peut-être à tous se faire arrêter. C'est sécessionniste. Ah bah voilà, c'est séparatiste. C'est du séparatiste. séparatisme, ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà, sur le champ, voilà, l'organisation locale, au niveau de la circonscription, c'est mon point de vue, c'est pas du tout la meilleure des idées, ni, mais c'est quelque chose qui peut être fait. C'est l'idée que tu proposes. Que je propose et que je vais essayer de... accéder au pouvoir par tous les moyens, y compris légaux. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Voilà, j'essaye de, et je vais essayer, normalement, je suis un peu à la bourre, je voulais sortir un petit, je sais pas quoi, comment on appelle ça, un fascicule politique, j'ose pas dire un livre, quoi, mais qui veut travailler dans cette direction-là. Un manifeste. Un manifeste, voilà, pour exprimer cette voix-là. Et j'espère que ça sortira bientôt. Voilà. Très bien. Eh ben, merci Vincent. Bah écoute, merci Lies, merci à toute ton équipe, évidemment. Et à tout le travail que vous allez faire, et non pas que vous avez fait, puisque tout est devant vous. On va continuer. Tout est devant vous, quoi. Et les amis, on se retrouve sur le terrain, sur le champ, parce que la reprise du pouvoir démarre maintenant.